Après que ma femme m'ait trompé avec un collègue et que nous ayons divorcé, nous avons vécu séparément, nous partageant la garde de nos 2 enfants. Cependant, une situation particulière s'est présentée concernant le désir de mon ex de maintenir une apparence de dynamique familiale unifiée. Malgré le manque de contact entre nous, elle continue d'étendre des invitations pour des activités conjointes avec les enfants, comme dîner ensemble ou nager en famille. Elle croit qu'il est crucial pour nos enfants de voir une relation coopérative entre leurs parents. En même temps, elle insiste constamment sur son respect pour mon désir de privilégier l'auto-soin et les limites établies entre nous. Cependant, je perçois son comportement comme une tentative de minimiser les conséquences de ses actes, en utilisant l'amitié comme un moyen de m'impliquer dans les responsabilités parentales avec nos enfants. Depuis la découverte de l'affaire, elle a eu recours à la tromperie, à la manipulation et au gaslighting, me laissant me sentir profondément blessée. En y ajoutant l'insulte à la blessure, elle a osé demander le divorce, en invoquant des abus émotionnels comme cause. Elle a affirmé que la seule raison de mettre fin à notre mariage était le mauvais traitement émotionnel qu'elle prétendait avoir subi de ma part. Après avoir atteint mon point de rupture, j'ai décidé d'établir une stricte politique sans contact avec elle, sauf en cas d'urgence ou de questions concernant nos enfants. Cependant, elle amène parfois l'affaire, semblant incapable de la laisser aller. Dans une instance particulière, je lui ai dit à son partenaire d'affaires l'épouse de l'affaire, et cet incident peut avoir déclenché sa préoccupation. Son partenaire d'affaires a découvert mon appel à sa femme grâce à son téléphone, ce qui l'a amené à supposer que notre conversation aurait pu impliquer quelque chose d'inapproprié en présence de nos enfants. La pensée exacte qui l'a conduite à cette conclusion reste floue pour moi. Pendant ma journée de travail, après avoir déposé les enfants à la maternelle, je l'ai appelée l'épouse de l'application. J'ai senti qu'elle cherchait une réaction de ma part. Être dans la présence de mon ex me donne un sentiment physique de maladie. Après notre conversation téléphonique hier soir, j'ai ressenti des tremblements mais j'ai réussi à garder mon calme en lui parlant. Ce qui me dérange, c'est la situation actuelle. Je viens de déménager dans mon nouvel appartement, mais les enfants n'ont pas encore eu l'occasion de me rendre visite. Elle insiste pour être impliquée dans l'intégralité du processus de déménagement afin que les enfants se sentent en sécurité dans leur nouvel environnement. Je tiens à préciser que les enfants vont exceptionnellement bien et qu'ils continueront de le faire. Elle exprime le souhait de rester amie, mais je préfère garder mes distances et éviter d'être en sa présence. Discuter avec elle au téléphone a été une erreur de ma part. J'ai appris de cette expérience et je reprendrai le maintien du non-contact. J'ai remarqué une amélioration significative de ma clarté mentale depuis le début du non-contact et j'ai intégré des habitudes de vie saine et la méditation dans ma vie pendant cette période. Pendant cette période, en moyenne, combien de temps faut-il pour que la douleur commence à s'atténuer ? Il y a des jours où je me sens parfaitement bien et où je ne rumine pas sur mon accent ou l'affaire. Mais j'ai remarqué que cela devient particulièrement difficile lorsque je néglige de prendre soin de moi. Cela inclut le maintien d'une alimentation saine, la pratique d'exercices réguliers et le sommeil suffisant. J'ai accepté à contre-cœur de laisser mon ex faire un fast time avec les enfants, bien qu'il s'agisse d'une violation de ma règle de non-contact. Étrangement, je ne le regrette pas. Comme je la voyais à l'écran, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle avait l'air fatiguée et vieillie. Les signes de larmes étaient évidents sur son visage. Curieusement, cette expérience m'a fait réaliser que mon amour pour elle s'était évanoui. Alors que je regardais la femme qui était autrefois mon épouse aimante et la mère de mes enfants, je ne pouvais pas m'empêcher de voir une âme brisée, combattant ses propres démons. Progressivement, je sentais la colère et la douleur s'évaporer, comme si elles étaient remplacées par une sérénité nouvelle. J'ai réalisé que nourrir de la rancune envers elle ne me ferait que lui accorder un contrôle indu sur mes émotions.
Au lieu de cela, j'ai choisi d'embrasser l'instant présent, m'engageant joyeusement avec nos enfants alors que nous plaisantions, même si elles nous observaient à travers l'écran pendant notre appel. FaceTime. À ce moment-là, le bonheur m'a enveloppé. Cela m'a fait du bien de lui montrer que j'allais bien. En entamant la première nuit dans mon nouvel appartement, je me suis retrouvée plongée dans l'excitation d'un nouveau chapitre. L'espace dégageait un charme contemporain, ayant subi des rénovations qui l'avaient transformé en un lieu moderne et accueillant. Toute la journée, ma famille s'est rassemblée pour m'aider dans la tâche ardue du déménagement, du tri des affaires et de la décoration de la chambre des enfants avec des touches personnelles. Alors que la nuit tombait, je me suis offert une douche relaxante et revigorante dans l'intimité de ma salle de bain impeccable. L'expérience était tout simplement exquise, et je me suis prélassée sous l'eau chaude pendant ce qui m'a semblé une heure, savourant la tranquillité et la sérénité de mon nouveau sanctuaire. Je suis passée d'une pièce à l'autre, inspectant chacune d'entre elles attentivement, m'arrêtant aux portes pour tout absorber. Finalement, la fatigue m'a submergée et je me suis réfugiée dans mon lit. Cependant, mon sommeil a été interrompu alors que la nuit avançait. Mon cœur s'est emballé et mes bras se sont engourdis, une sensation familière provenant de précédentes crises d'anxiété. Cet épisode, toutefois, était le premier depuis mon divorce, ce qui l'a rendu encore plus déconcertant. Dans un état de confusion embrumée, j'ai lutté pour rassembler mes pensées en me réveillant. L'expérience était profondément troublante. Initialement, mon réflexe a été de contacter mon ex, mais je me suis retenue, sachant que ce ne serait pas sain pour moi de le faire. Ou pour qui que ce soit vraiment cherchant de l'aide et du soutien. Cependant, j'ai décidé de compter sur ma propre force intérieure. Progressivement, je suis parvenue à reprendre mon calme et à m'endormir à nouveau. Lorsque le matin est arrivé, je suis descendue et j'ai mis le pied dehors sur la rue calme, où j'ai savouré une cigarette. Le vide des alentours reflétait ma solitude. Il semblait que j'étais en train de progresser dans la gestion de ma situation. Mise à jour, hier soir, inopinément, mon ex m'a envoyé un message texte signalant le début d'un nouveau chapitre. J'ai une traduction d'une autre langue que je souhaiterais partager avec vous. Elle contient certaines réflexions personnelles qui pourraient être bénéfiques pour votre propre parcours de guérison. Je m'excuse pour la tromperie. Au cours de ma thérapie et de ma réflexion personnelle, j'ai acquis une compréhension plus profonde des raisons de mes actes. Enfant, j'ai manqué de sécurité et de réconfort dans mon éducation, ce qui a été aggravé par un sentiment que ma mère ne m'aimait pas. Pendant les toutes premières années de l'enfance, la survie dépend des personnes qui s'occupent de vous. Par conséquent, j'ai passé toutes mes années de formation à essayer de gagner l'affection de ma mère. La peur de son désapprobation m'a consumée, rendant cette poursuite omniprésente. En tant qu'adulte, je n'ai pas encore réussi à me libérer de ce schéma, car je n'ai pas pleinement traité ses origines. Par conséquent, je me retrouve constamment à faire des efforts pour gagner l'approbation des gens, en particulier dans certaines situations. Cela est devenu envahissant pour moi, rappelant mon enfance, où tout le reste, passé, présent et conséquences, semblait sans importance. Heureusement, je me suis maintenant engagée, dans la bonne voie. Je dois m'excuser de vous avoir induit, en erreur sur une liaison, mais je me suis justifiée, en me convainquant que le manque d'affection de ma mère m'avait poussé à chercher du réconfort dans les bras d'un autre homme. C'est l'essentiel, non? Je m'excuse de laisser ma quête de contrôle terroriser notre relation. Une façon de combattre l'insécurité est de créer du contrôle. Je l'ai fait à grande échelle en tant qu'enfant et dans des situations en tant qu'adulte où je me suis sentie, en insécurité. Je me suis sentie, très en insécurité dans notre relation. J'ai ressenti un profond sentiment d'insécurité et de doute quant à votre volonté de me soutenir et de prendre soin de moi.
tout au long de notre temps ensemble, cette incertitude m'a laissé me sentir incroyablement en insécurité. Par conséquent, je me retrouve souvent à compter lourdement sur le contrôle comme moyen de compenser ces émotions, ce qui malheureusement cause une douleur significative pour vous. Je regrette profondément la situation. Pour exprimer mes sentiments, laissez-moi clarifier les récents événements. Il y a 6 mois, j'ai découvert que ma femme m'avait trompé avec un collègue, ce qui a été une révélation dévastatrice. Cet incident a causé des turbulences importantes dans notre famille. De plus, mardi dernier, nos enfants ont été renvoyés de l'école en raison d'une exposition potentielle au Covid-19. La situation a été difficile à gérer. Je navigue à travers ces difficultés du mieux que je peux. Je suis en auto-isolement avec mes enfants depuis 3 jours maintenant. Ici au Danemark, la procédure consiste à se faire tester le 4e jour après une exposition possible à une personne contagieuse, ce qui s'est produit aujourd'hui. À Copenhague, le temps d'attente typique pour un test est d'environ 1 heure. Pour m'assurer que mes enfants restent occupés pendant que j'allais passer mon propre test, j'ai proposé à mon ex-partenaire de les accompagner et d'attendre en ligne avec eux. De cette façon, ils auraient de la compagnie et de l'aide. En arrivant sur le site de test, nous avons été accueillis par une file d'attente qui s'étendait sur des kilomètres. Réalisant l'attente considérable à venir, nous avons décidé de retourner à ma place et de passer du temps avec les enfants, planifiant essayer le test à nouveau plus tard. Plus tard, mon ex-partenaire a demandé le nom d'un thérapeute, mentionnant spécifiquement les groupes de soutien pour les hommes. J'ai répondu en exprimant mon manque d'intérêt pour la thérapie et j'ai indiqué que j'avais découvert mes propres méthodes de gestion et que je n'avais plus besoin d'une aide professionnelle. Elle a répondu, « Je suppose que c'est ce à quoi ressemble le déni. » J'ai dit, « Tu as vraiment dit ça ?» Elle s'est excusée plus tard et a dit, « Il y a tellement de choses que je n'ai pas pu te dire à ce stade. » Elle était frustrée, en colère. Enfin, de retour dans le coup, elle a dit, « Je tiens beaucoup à toi. Je suis tellement heureux que tu sois le père de mes enfants. » Les individus qui occupent la place la plus spéciale dans nos cœurs sont souvent capables d'infliger les blessures émotionnelles les plus profondes. Dans mon cas, j'ai choisi de maintenir un certain niveau de détachement à son égard et de me concentrer sur le temps de qualité avec nos enfants. Cependant, elle a persisté à me poser des questions, cherchant à savoir mes projets pour célébrer la nouvelle année. J'ai mentionné que j'assisterais à l'événement avec mon ami Eric, en insistant sur le fait qu'il était destiné au couple. Malgré mes intentions d'y assister en tant qu'individu seul, elle a répondu, « Peut-être trouveras-tu quelqu'un de spécial là-bas. » En souriant, j'ai exprimé mon scepticisme, en disant, « Je doute fortement. Je n'ai pas d'attente à ce sujet. Bien que je ressente une certaine attirance à son égard, c'est superficiel. Je suis assez certain que le lien traumatique résiduel entre nous reste fort et mon énergie émotionnelle est toujours liée à la sienne. Rompre la période de non-contact a été une erreur, mais je manquais sincèrement à mes enfants et voulais me reconnecter avec eux. En toute honnêteté, il y a encore une partie de moi qui manque à la nature chaotique de notre relation. Cependant, il est clair que je dois retourner au non-contact pour mon bien-être. Mise à jour. Samedi, j'ai malheureusement rompu le non-contact avec mon ex pour l'aider à faire passer des tests aux enfants. Malheureusement, une dispute a éclaté et la tension était palpable. En y repensant, je crois fermement que notre désaccord est un signe clair que nous ne sommes toujours pas prêts à mener des activités ensemble impliquant les enfants. Actuellement, je suis d'avis qu'il est préférable que nous maintenions nos distances et évitions toute interaction qui pourrait entraîner d'autres conflits. Je suis d'avis qu'il serait préjudiciable pour nous deux, et surtout pour le bien-être de nos enfants si nous devions poursuivre de telles dispositions à l'avenir. Je vous demande poliment de limiter notre communication à des questions d'ordre matériel.
Les discussions concernant le bien-être de nos enfants ou les situations d'urgence sont importantes pour moi afin d'établir des limites claires et de souligner que je m'attends à ce que ces limites soient respectées. Je comprends que mon ex pense qu'il est important de démontrer aux enfants que nous nous entendons bien, même lorsqu'il est évident que ce n'est pas le cas. Cependant, je crois qu'il est essentiel de prioriser leur bien-être émotionnel en étant honnête quant à l'état actuel de notre relation. Mise à jour, allons de l'avant. Le 8 novembre, j'ai pris la décision de couper tout contact. J'étais au plus bas. Quelques jours auparavant, nous avions été intimes et elle avait exprimé son grand amour pour moi, même souhaitant que nous soyons ensemble. Cependant, à chaque fois que j'exprimais mon intérêt pour une résolution des problèmes, elle se rétractait soudainement à nouveau. Cela me donnait l'impression d'être pris dans un cycle sans fin d'incertitude et de confusion. Conscient de cela, j'ai finalement décidé de mettre fin à toute relation avec elle et d'aller aussi loin que possible, compte tenu des enfants que nous avons en commun. Voici ce que j'ai appris et vécu pendant la période sans contact. 1. Les pensées intrusives et l'obsession ont complètement cessé. 2. Elle ne me vient plus à l'esprit, elle me traverse l'esprit. Une fois ou deux par jour tout au plus. 3. Je suis sexuellement attirée par d'autres femmes. Un nouvel intérêt sexuel et émotionnel est merveilleux pour votre bien-être mental. 4. Je ne connais plus de crise de larmes, je ne ressens plus de sentiment de manque pour elle, ma perception d'elle a complètement changé, et je ne conserve plus de souvenirs affectueux ou de désir de réconciliation. Être sans elle est vraiment bénéfique, en particulier lors des remises des enfants. Cependant, le moindre contact continue de m'affecter mentalement dans une certaine mesure. Généralement, dans quelques heures, je retrouve mon moi habituel. Chaque fois que nous nous croisons, elle reste extrêmement chaleureuse et affectueuse. Elle m'a serré, fort contre elle, mais dans mes pensées, il y a une trace de condescendance quand elle demande « Es-tu correct, Néanmoins, je réponds simplement par un pouce levé et je l'assure que je vais fantastiquement bien. J'ai ressenti le besoin de partager cette expérience car je comprends que beaucoup de gens font face à leurs propres défis. Je suis sans contact depuis 2 mois et je dois dire, je fais des progrès significatifs. Je crois que je suis sur le point d'une guérison complète. Une révélation m'a frappé, soudainement. J'ai traversé Noël sans encombre, comme si c'était une journée ordinaire. Nous avons ri, nous nous sommes liés à ma famille et avons passé un excellent moment à jouer avec les enfants. Bien que l'ex-femme de mon beau-frère était présente, essayant de me draguer pour provoquer mon beau-frère, je l'ai pris à la légère et j'ai passé un moment fantastique. Mise à jour. Avant de découvrir l'affaire de mon ex-femme, j'avais atteint un jalon important il y a quelques mois. J'avais entrepris un voyage pour prioriser ma santé physique en adoptant une routine d'entraînement et un régime alimentaire approprié. C'était une quête que j'essayais depuis un certain temps, expérimentant divers régimes à la mode et relevant des défis de pompe, entre autres choses. Cependant, j'ai finalement réussi à établir une routine qui me convenait. Le programme d'entraînement auquel je me suis arrêté consistait en 4 exercices distincts suivant un schéma structuré. 20 secondes d'exercice intense suivi de 10 secondes de repos. J'ai répété ce processus un total de 32 fois, m'engageant régulièrement dans cela 2 à 3 fois par semaine. En conséquence, j'ai subi une perte de poids significative et un modelage notable de mon corps. La détermination et l'engagement que j'ai démontré pendant ce voyage ont laissé mon ex-femme sans voix, et sa réaction positive m'a servi de motivation supplémentaire. Cependant, 3 mois dans ma transformation, j'ai découvert la douloureuse vérité sur son affaire. Je me souviens très bien d'une occasion particulière, peu de temps après le jour dévastateur de la découverte, lorsque je continuais mon entraînement rigoureux tout en ayant mon ex-femme assise sur le canapé, des larmes coulant sur son visage.
Loi. C'était un moment qui symbolisait la destruction de notre mariage. Malgré l'infidélité de mon épouse par le biais de son aventure, je suis restée déterminée à persévérer. L'entraînement que j'ai commencé était incroyablement exigeant, et il m'a fallu jusqu'à il y a une semaine à peine pour enfin terminer toutes les 32 séries. Cependant, pendant la saison de Noël, lorsque j'avais la garde des enfants, les déposer chez leur mère m'a laissé épuisée émotionnellement. J'ai passé toute une journée à dormir, accablée par un profond sentiment de tristesse. Mon appartement reflétait mon état d'esprit, en désordre, et je me suis laissée consumer par l'autopitié. Ma femme précédente m'a récemment montré quelques vidéos, où nos enfants passaient du temps avec ses proches. Dans l'une des séquences, j'ai remarqué mon fils qui s'amusait avec sa tante sur une tablette iPad. De plus, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que chaque fois que je croise mon ex-femme, elle semble avoir pris du poids. Il est clair qu'elle respire par la bouche. Je dois admettre que je n'ai pas été particulièrement intéressée par faire connaissance avec la famille de mon ex-femme. Ils sont tout paresseux, se considèrent importants et ont un tas de différents diagnostics de troubles mentaux. Je me suis levée d'un bond. Voir cette fainéante m'a motivée à me sortir de mon lit. J'avais mal à la tête. J'étais tourmentée mentalement, et la dernière chose que je voulais faire était de m'entraîner. Mais je l'ai quand même fait. Pour la première fois depuis que j'ai commencé mon entraînement en avril, j'ai terminé les 32 tours complets. Des larmes coulaient. Des larmes coulaient sur mon visage tandis que le rire résonnait dans la pièce. Je gisais sur le sol de mon salon, savourant un instant de triomphe. Malgré m'être convaincue à maintes reprises que je ne serais pas capable de terminer l'entièreté de l'entraînement, je me suis démontré le contraire. Un profond changement s'était opéré en moi. J'ai réalisé que tout cela n'était qu'un obstacle mental. Désormais, je me suis engagée à courir ou à m'entraîner chaque fois que je me sentirais submergée ou pitoyable. Après Noël, j'ai déposé les enfants chez mon ex-femme. Elle m'avait demandé si elle pouvait emprunter mon iPad pour les occuper pendant un trajet routier jusqu'à chez sa mère, et j'ai volontiers accepté. Cependant, j'ai pris des précautions avant de partir en me déconnectant de mon identifiant Apple et en changeant le mot de passe. Comme mes messages étaient liés à l'iPad, tous les messages que je recevrais y apparaîtraient également. Pour éviter la tentation, j'ai délibérément archivé l'intégralité des messages textes échangés entre mon ex et moi sur iCloud au lieu de les garder sur mon téléphone. De cette façon, je m'assurais de ne pas être tentée de les regarder pendant le voyage. J'ai FaceTimé avec les enfants le lendemain. Elle a retourné l'appareil et j'ai vu mon propre visage à l'écran. J'ai été très prudent dans ma réaction, en pratiquant essentiellement la méthode de la roche grise et en allant avec le flux. Plus tard dans la soirée, elle m'a contacté par texto pour présenter ses excuses, reconnaissant qu'elle avait parfois dépassé les limites des sujets liés aux enfants. Elle a admis que son cœur débordait d'un large éventail d'émotions, les faisant déborder avant qu'elle ne puisse exprimer sa gratitude. À l'intérieur d'elle, la douleur, le soulagement, la colère, la tristesse, le désir et le désespoir s'écoulaient sans relâche comme des vagues incessantes. En réponse, j'ai exprimé mon regret qu'elle ressente de telles émotions, mais j'ai suggéré qu'il serait peut-être plus bénéfique pour nous deux si elle trouvait quelqu'un d'autre à qui se confier. Cependant, elle a poursuivi en se lançant dans une diatribe, tentant de protéger son image. J'ai choisi d'ignorer son débordement. De plus, elle a envoyé quelques textos étranges, demandant l'heure exacte de ma naissance et s'enquérant si je voulais dire bonne nuit aux enfants. Il semblait qu'elle s'intéressait à l'astrologie et aux cristaux de guérison. Le lendemain, une notification a apparu sur mon téléphone, m'alertant d'une tentative de connexion utilisant mon identifiant Apple. L'emplacement de la tentative de connexion était spécifié, ce qui m'a amené à suspecter que mon ex-femme aurait peut-être toujours accès à mon mot de passe.
En creusant plus profondément dans l'affaire sur Facebook, je suis tombée sur un journal complet documentant chaque instance de connexion à mon compte. À ma grande consternation, j'ai découvert qu'elle s'était bel et bien connectée à mon Messenger sans mon savoir ou mon consentement. À cet endroit particulier, elle a décidé de prendre des précautions et a rapidement changé son mot de passe, choisissant de l'ignorer. Une semaine s'est écoulée et elle a récupéré la tablette auprès des enfants. Elle s'est abstenue de mentionner que ses comptes personnels avaient été consultés, optant plutôt pour le silence. En examinant l'historique de recherche sur la tablette, elle a remarqué une recherche Google étrange. Elle s'est demandé pourquoi la personne n'avait pas utilisé son propre téléphone et cherché des instructions sur la manière de procéder. Que se passe-t-il avec les messages textes chargés sur la tablette? Est-ce qu'elle intensifie son comportement? Il semble que la phase d'idylle de l'affaire se soit estompée. Elle soupçonne que la raison de ces actions est la peur que la personne ressent lorsqu'elle réalise qu'elle a réussi à établir une toute nouvelle vie pour elle-même et leurs enfants en seulement quelques mois. Le fait qu'elle avance et progresse dans sa trajectoire de vie semble profondément déranger la personne. Mise à jour. Elle est ravie de partager qu'elle a fait des progrès significatifs dans son parcours de guérison. Les bonnes journées ont dépassé les mauvaises, et elle peut affirmer avec confiance que sa vie est de retour sur la bonne voie. Les bonnes journées dépassent de loin les mauvaises, et sa vie est de retour sur la bonne voie. Elle admet toutefois qu'elle ressent toujours des déclencheurs émotionnels lorsqu'elle tombe sur des histoires d'infidélité. Elle a donc décidé de réduire son exposition à ce type de contenu pendant un certain temps. Je vous demande de la supporter pendant qu'elle exprime ses pensées, qui peuvent être un peu désorganisées. Elle tient à souligner qu'elle n'a pas l'intention d'offenser ou de minimiser l'expérience personnelle de quiconque en matière d'infidélité. Elle a reçu beaucoup de conseils bien intentionnés de diverses personnes, mais la plupart d'entre eux consistent en des clichés et des idées superficielles qui manquent d'application pratique. Maintenant, elle aimerait partager sa perspective sur chacune de ces suggestions et sur la manière dont elles peuvent être mises en pratique de manière significative. Commençons par la phrase classique « Le temps guérit toutes les blessures ». Elle trouve cette citation problématique car elle donne l'impression que, quels que soient nos actes, tout se résoudra ou s'arrangera finalement. Elle est personnellement en désaccord avec cette notion car, selon elle, négliger de prendre ses responsabilités ne fait que reporter et aggraver les problèmes. Ce qui peut sembler être une guérison n'est souvent qu'une continuation du transport de nos traumatismes non résolus et de nos schémas relationnels dysfonctionnels dans les relations futures. Assumez vos responsabilités dans le moment présent si vous souhaitez un changement et un sentiment de bien-être. Attendre simplement que le temps guérisse les blessures ne suffit pas, c'est vous qui détenez le pouvoir de guérir. Montrez-vous de l'amour et du respect en faisant les pas nécessaires vers vos objectifs. Cependant, elle exprime des inquiétudes concernant son état actuel, mettant en évidence le fait d'être en surpoids, assise dans une cuisine en désordre et mangeant de manière peu attrayante. Il est important de noter que l'estime de soi et l'amour de soi ne dépendent pas uniquement des circonstances extérieures, ils viennent de l'intérieur, enracinés dans la façon dont vous vous percevez. Et vous êtes vous-même. Bien que votre situation actuelle puisse ne pas correspondre à l'image de quelqu'un que vous respecteriez, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous respecter malgré vos circonstances. Cela ne diminue pas votre valeur en tant que personne de mériter l'amour et le respect aux yeux des autres. Il est essentiel de se concentrer sur la croissance personnelle, l'amélioration de soi et l'affichage des qualités qui correspondent à vos valeurs. En fin de compte, l'amour et le respect de soi commencent par la reconnaissance de votre valeur intrinsèque et le travail vers un changement positif dans votre vie. Mise à jour sans contact, elle a eu une liaison avec un collègue, il y a 10 mois.
Je n'ai eu aucun contact avec mon ex pendant 6 mois, ce qui signifie que je lui ai demandé de limiter notre communication au sujet concernant nos enfants et les questions logistiques. Nous avons 2 enfants et nous vivons séparément depuis 6 mois. Récapitulation rapide et la raison pour laquelle j'ai choisi l'absence de contact: ma femme m'a trompé, a continué à me manipuler, a menti dans le cadre de la procédure de divorce, a simulé une réconciliation, a continué à utiliser l'application, a dansé pour m'impressionner. J'ai atteint mon point de rupture et j'ai rassemblé mon courage pour exprimer ma décision. Je lui ai dit que j'en avais assez. Il y a 6 mois, elle a initié le processus de divorce, en invoquant des allégations d'abus émotionnels systémiques de ma part. Tout au long de notre mariage, j'ai choisi de ne pas avoir de contact avec elle. Malgré cela, elle a fait plusieurs tentatives de réconciliation, en suggérant que nous passions du temps ensemble en tant que famille factice et que nous assumions les rôles parentaux pour nos enfants. Malgré mes refus répétés, je lui ai refusé plusieurs fois. Cependant, une situation récente s'est présentée lorsque notre enfant aîné a commencé à aller à l'école, et je l'ai approché pour lui demander si je pouvais l'accompagner le jour de sa première. Bien que nous partagions la garde de manière égale, elle avait notre fils avec elle ce jour-là. Elle a accepté ma demande à contre-cœur, en reconnaissant qu'il s'agissait d'une expérience désagréable. Malheureusement, un conflit a éclaté entre notre fils et elle, entraînant une crise de larmes. Après l'incident, j'ai fait des efforts pour réconforter notre fils, mais mon ex-femme m'a accusé de la dépeindre comme la méchante de la situation. Bien que je puisse comprendre son point de vue dans une certaine mesure, sa réaction était excessivement agressive. Pour être bref, chaque tentative que nous avons faite pour jouer le rôle d'une famille n'a abouti qu'à des conflits et des enfants bouleversés. Comprenant cela, j'ai exprimé mon opinion selon laquelle il serait préférable que nous ne passions pas de temps ensemble en tant que famille, de peur que cela ne serve qu'à embrouiller davantage nos enfants sont à des âges tendres de 4 et 5 ans. J'espérais qu'avec son nouveau petit ami entrant dans la image, elle deviendrait moins imprévisible, ce qui soulagerait un peu de la pression auquel je fais face chaque fois que nous interagissons. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Presque chaque fois que nous engageons, cela déclenche une rafale de messages textes longs d'elle, m'accusant d'abus émotionnels, de démolir son estime de soi et diverses autres allégations. En réponse à ces accusations, ma démarche typique a été de m'excuser et de détourner la conversation pour créer une certaine distance. J'ai trouvé nécessaire d'implémenter cette stratégie en raison de son comportement imprévisible. J'ai trouvé nécessaire de la bloquer sur Facebook également. Sur les médias sociaux, elle se réfère maintenant à elle-même comme une survivante et partage des articles sur la vie avec un narcissique déprimé et des sujets similaires. Néanmoins, tout cela commençait à peser sur moi, alors j'ai fait un effort conscient pour la bloquer autant que possible dans ma vie. Hier, j'ai reçu une collection de vidéos capturant des moments adorables de moi jouant avec nos enfants pendant leur enfance, envoyées par elle. Dans son message d'accompagnement, elle a exprimé que malgré les erreurs que nous avons commises en cours de route, nous avons créé quelque chose d'extraordinaire ensemble, nos beaux descendants. Elle a exprimé sa gratitude envers moi pour le cadeau de ses enfants remarquables. Bien que l'assentiment semble authentique, compte tenu de mes rencontres passées, je peux détecter qu'elle essaie de me sucer dans sa vie. Malgré ma décision de l'ignorer initialement, elle m'a contacté à nouveau ce soir. Cette fois, son texte portait sur les vidéos et les mots gentils qu'elle avait partagés auparavant, mettant l'accent sur le fait que le but de ces gestes était uniquement de se connecter via nos enfants. De plus, elle a exprimé un désir de redevenir coparent. Il m'étonne comment quelqu'un peut ignorer un tel geste attentionné, mais je reconnais son message et bien sûr l'accepterai. Je veux vous assurer que mon intention n'est pas de vous provoquer ou de vous déranger de quelque manière que ce soit. Je vous souhaite sincèrement tout le meilleur.
il est important de noter que je lui ai déjà clairement communiqué que je n'ai aucun intérêt à raviver une dynamique familiale ou à entretenir une amitié. Voici ma question, comment puis-je exprimer poliment que je ne souhaite pas être mêlé à cela, sans envenimer davantage la situation? De plus, la mention de nous comme parents à nouveau me laisse perplexe, et je ne suis pas sûre de ce que cela signifie. Je vous remercie d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout, et si vous l'aimez, n'hésitez pas à aimer et vous abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire. Je vous remercie d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout, et si vous l'aimez, n'hésitez pas à aimer et vous abonner à notre chaîne.